Bonsoir tout le monde. On va pas tarder à commencer. Pour ceux qui, les derniers qui rentrent, merci. Donc bonsoir tout le monde. Merci d'être venu assister à cette conférence sur les morts, les disparus et leur identification. Je me présente rapidement. Moi, je suis Sarah Château et j'ai le plaisir de modérer cette session avec des panélistes que je vous présenterai très rapidement. Je tenais déjà à remercier le Crash et puis la cellule 2 pour l'organisation de cette conférence publique qui intervient dans le cadre d'un atelier sur les migrations qui a eu lieu aujourd'hui toute la journée et encore demain. C'est un sujet qu'on travaille à MSF sur la migration en général. Donc voilà, ravi de pouvoir faire cette conférence publique et j'en profite pour remercier aussi la technique pour nous appuyer sur cette conférence et surtout les interprètes où on va essayer de parler le plus clairement et lisiblement possible. La présentation à la conférence sera en français et en anglais, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les deux langues si nécessaire. Et on va essayer de tenir notre timing. Je vais prendre juste quelques minutes pour introduire un petit peu le sujet de cette conférence et pourquoi cette question, pourquoi le choix de cette thématique qui n'est pas forcément abordée au quotidien dans nos opérations, mais qui est revenue régulièrement via nos équipes et via, on va le voir avec nos panélistes sur différents aspects. Euh, la Méditerranée, comme ça a été largement partagé, je pense, dans les médias, est devenu un cimetière de migrants. On estime à environ plus de 26 000 personnes qui sont décédées depuis 2014 au cours de leur tentative de traversée entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Il y a aussi de nombreux morts aux frontières, dans les Balkans, à Calais, la Manche, dans d'autres endroits. Et à cela aussi se rajoute, on en parle moins, mais la crise migratoire, et vous verrez, on aura l'occasion d'en parler sur cette conférence, la crise migratoire en Amérique du Sud et Amérique centrale, avec aussi de nombreux morts et disparus tentant cette traversée vers les États-Unis, dont le passage de ce qu'on appelle le bouchon du Darien. Voilà, c'est une région qui est qui est très complexe. Le Darien, c'est une zone de marais de forêt qui est située entre la frontière avec la Colombie et le Panama, qui fait environ 160 km de long. C'est une zone qui ne comporte aucune infrastructure. C'est vraiment le maillon manquant sur la route panaméricaine et ça sépare l'Amérique centrale de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale de l'Amérique du Sud. Donc c'est aussi, vous verrez, un sujet migratoire qu'on va aborder. Beaucoup de corps ne sont jamais retrouvés, malheureusement, et parmi ceux qui le sont, la plupart ne sont pas identifiés. À MSF, dans nos opérations, on s'est posé plusieurs questions, nos équipes se sont posées plusieurs questions tout au long de ces dernières années où on a pu travailler sur la migration. Une des questions qui a été posée, par exemple, par un de nos chefs de mission à l'époque en Libye, où à l'époque, ils distribuaient des sacs mortuaires dans les hôpitaux. On se demandait aussi, toute la question, se posait la question des morts dans le désert, qui était une question assez négligée finalement, et peu de vision, de visibilité sur le nombre de morts qu'il pouvait y avoir aussi sur les routes migratoires à l'intérieur de l'Afrique. Ensuite, les équipes, en discutant avec les migrants eux-mêmes, s'apercevaient que beaucoup n'avaient pas prévenu forcément leur famille du départ. Et ça soulevait le lien avec les familles, le fait que la famille n'était pas forcément au courant de la destination, de l'envie ou de la décision de départ, et aussi leurs amis j'ai envie de dire leurs amis de voyage, c'est pas du tout un voyage, mais leurs amis de parcours, de ce parcours migratoire, qui pouvaient se perdre en cours de route, n'avaient pas de nouvelles de leurs collègues, de leurs amis, de leurs rencontres. Donc c'était aussi rendre leur nom aux morts, c'est aussi rendre un service aux vivants, de pouvoir les identifier. Et on avait aussi du mal à aider les vivants. Donc c'était une façon de répondre à la situation à un moment donné. Donc je vous parle un peu des discussions qui ont commencé en tout cas à MSF 2017, 2018 sur vraiment cette question plus spécifique, où il y avait peu d'acteurs qui intervenaient sur la question. À l'époque, le CICR, IOM, c'était vraiment ces acteurs se mettaient aussi à débattre de ce sujet-là. Euh, donc voilà, il y avait vraiment une valeur humaine, humanitaire à rendre ce service, à en parler. Après, c'est vrai que ça, voilà, pour nous, MSF, on a
principalement travaillé sur la recherche des migrants et pas forcément sur les morts et disparus. Mais ce soir, c'est l'occasion d'en parler, et surtout face voilà, à cette augmentation des décès anonymes. Et depuis plusieurs années, nos invités se sont mobilisés pour donner une chance à ces corps d'être un jour identifiés déjà, et puis traités avec dignité. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel ils reviendront, la dignité de ces personnes. Et puis, comme je le disais, il s'agit aussi également d'aider les familles proches des disparus, leur donner la possibilité de débuter un deuil, et on en parlera un peu plus, voilà, d'engager toutes les démarches administratives autour de ce que veut dire la mort de quelqu'un, le certificat de décès, etc. Donc pour cette soirée, nous avons la chance d'avoir quatre panélistes, alors Rachid présent et trois panélistes qui sont en ligne à distance malheureusement, mais seront très présents avec nous tout au long des débats. Je vais rapidement les introduire, puis on les représentera quand sera leur tour de parler. Mais donc nous avons José Pablo Berabar, qui est archéologue et anthropologue légiste. Il est d'origine péruvienne et il a travaillé longtemps sur les disparus dans son pays, ainsi que sur les morts de Srebrenica, avant de travailler au CICR, où il a dirigé la mission forensique sur les morts et les disparus, d'abord en Méditerranée, puis maintenant, aujourd'hui, transrégionale en Amérique centrale, d'où le lien qu'on pourra faire avec cette autre crise migratoire. On accueille aussi Sylvia Di Meo, qui est anthropologue, chercheuse à l'Université de Gênes. Elle est présidente de l'association MEMMED, Mémoire Méditerranée, qui est basée entre la Sicile et la Tunisie, et qui s'occupe de rechercher les personnes disparues et d'apporter un soutien légal et psychosocial. Elle vous en parlera mieux que moi. On aura aussi Filippo Furi, qui est anthropologue, qui a lui commencé à travailler sur la question des morts en migration à partir de 2011 avec le réseau Migre-Europe et la coalition Boat for People. Il a réalisé avec eux un guide de soutien aux familles, d'ailleurs, à la recherche des proches disparus. Et il vous parlera de ses travaux et de ses recherches. Et enfin, Rachid Korachi, qui est un artiste plasticien algérien, et qui a créé, il vous en parlera, à Zarsis, en Tunisie, le Jardin d'Afrique. C'est un jardin cimetière dont je laisserai la présentation. Donc voilà, sur ce débat, on va se demander un peu pourquoi, voilà, pour la question des morts, elle pose quel enjeu, le manque de traitement de ce sujet finalement, et cette insuffisance, est-ce qu'elle est le symptôme de plus fortes questions dans cette crise migratoire. Notre premier intervenant, Filippo, va nous en expliquer un peu les enjeux. Je vais lui donner très rapidement la parole avant de présenter les initiatives de Sylvia, de José et de Rachid. Filippo, je ne sais pas si tu nous entends, si tu es Je vous, connecté. je vous entends, je suis là. Vous Super, m'entendez? merci beaucoup. Je te Ben, laisse la merci. parole. Merci à vous. Et oui, merci à vous. Désolé de ne pas avoir pu suivre toute la journée, mais je suis en déplacement. Donc, et je rentre directement dans les détails. Et je ne vais pas rentrer non plus dans la question, dans les détails de la question, si vous voulez, des politiques européennes, des gestions de la migration qu'on a travaillé et qu'on travaille avec les réseaux Migre Europe, dont font partie des associations comme les GISTI, la CIMAD en France, FTDS en Tunisie, Arci en Italie. Mais disons que on peut considérer que les durcissements des politiques européennes, des gestions des contrôles de la migration ont eu un impact objectif sur l'augmentation des décès en mer et disons dans la Méditerranée. Vous savez que la Méditerranée centrale est devenue un des lieux où il y a comment dire, une nombre de morts qui ne cesse d'augmenter. Vous avez cité des chiffres qui sont, il faut se considérer que tous les chiffres qu'on ramène, c'est des chiffres par défaut, euh, comme la route des Canaries, comme les déserts du Sahara. Les routes de migration sont des routes de mort de plus en plus. Et et si vous voulez, dans la perspective que moi je voudrais introduire ici, et vous l'avez bien mentionné, bah, nous, comme réseau associatif, comme chercheurs, disons dans mon activité des chercheurs dans un cadre aussi associatif, bah, nous avons commencé à travailler pour soutenir les familles, les recherches des familles notamment, et les associations qui soutiennent les familles. Mon activité a commencé notamment en 2011 avec ce qu'on appelait les printemps arabes, quand on a commencé à avoir notamment des jeunes Tunisiennes qui disparaissaient entre la Tunisie et l'Italie.
Et avec une coalition qui s'est montée à cette époque-là, qui s'appelle encore Boatful People, et avec laquelle, en 2015, suite au naufrage du 18 avril 2015, on a monté un projet de guide d'information pour les familles des personnes disparues dans les centrales, en essayant d'expliquer les démarches que les familles devaient suivre pour pouvoir chercher leurs proches et éventuellement les identifier dans les cas où le corps serait récupéré. Cette action m'a amené à travailler comme consultant pour le CSR, notamment pour un projet du rapport qui est sorti il y a 2 ans, en 2022, qui s'appelle Counting the Dead, mais José Pablo en parlera plus spécifiquement si nécessaire, et aussi avec un travail que j'ai mené avec une chercheuse, une collègue qui s'appelle Carolina Kobelinski sur la gestion des corps qui arrivaient dans la ville de Catania, à savoir qu'entre 2014 et 2018, la ville de Catania a reçu 270 corps des personnes débarquées par des ONG notamment et des bateaux de garde-côte dans la ville de Catania. Donc, comment les dispositifs locaux s'est mis en place pour gérer ces corps, disons, du moment de la réception du débarquement jusqu'à la sépulture. Ces 3 travaux, ces 3 activités m'ont permis ça nous a permis, genre, avec les personnes avec qui j'ai travaillé, de comprendre un peu tous si vous voulez, les défaillances et les criticités structurelles qui étaient liées à cette question, c'est-à-dire la gestion des corps des personnes décédés en migration. On va de la difficulté ou parfois de la volonté de ne pas récupérer les corps lors des accidents ou des naufrages, jusqu'à à les dynamiques de débarquement, à à la, disons, à la manière assez expéditive de l'analyse et disons du travail forensique des médecins légistes qui parfois vont un peu vite, si vous voulez, dans les dossiers des Catania, quand vous regardez les phénotypes, disons les caractéristiques biologiques des corps trouvés. On utilise le mot négroïde à chaque fois, que la personne soit afghane, subsaharienne ou du Maghreb, hein, c'est négroïde. Et donc les catégories même disons de forensics utilisées sont un peu expéditives, si vous voulez. Un autre élément important, c'est que les enquêtes dont les enquêteurs n'ont pas l'obligation d'identifier les victimes. Donc, ils le font que si c'est une opération nécessaire et utile à l'enquête qu'ils mènent. Donc, souvent, les corps sont enterrés sous X sans que la procédure d'identification aille plus loin, donc de façon très rapide. Et il y a la gestion des cimetières, des espaces cimetières et là, je parle notamment du travail que j'ai mené en Italie, est assez expéditive, mais bon, on a fait l'expérience aussi de certains contextes comme en Tunisie, dans la ville de Sfax. Et encore la difficulté de traçabilité, disons, la non-traçabilité, si vous voulez, des, des sépultures qui rendent les activités de recherche des familles et des proches très compliquées. Si vous voulez, les problèmes structurels, les défaillances structurelles de la gestion des corps ont un impact qui est terrible sur les familles qui seraient à la recherche de leurs proches, parce que si vous êtes à distance ou vous n'avez pas accès euh, euh, vous avez des difficultés linguistiques, vous avez tout un tas de problèmes pratiques dans l'interaction avec les autorités. Les opérations sont déjà très compliquées. Si vous êtes à distance, vous n'avez pas un visa pour pouvoir venir chercher vos proches, c'est très compliqué. Il y a les acteurs internationaux comme les CSR qui essayent de relier, disons, les familles et les contextes des recherches et d'identification, mais c'est quand même très complexe, notamment parce que les autorités ne sont pas particulièrement collaboratives. Avec Sylvia, elle en parlera peut-être. Ça fait au moins, ça fait 10 mois qu'on essaye d'aider une famille guinéenne à identifier, au mieux à rectifier une identification d'une fille qu'ils ont perdue, qui a été enterrée avec un sous-X ou une identité non correcte, et que la famille essaie de rapatrier, mais elle n'y arrive pas parce elle est face à des énormes difficultés. Je termine cette introduction qui peut être approfondie par la suite par les autres intervenants
en disant que là, ça c'est ce que vous montrez, c'est disons, une résumé des chiffres, si vous voulez, du rapport du CICR, du Counting the Dead, qui concerne la période de 2014 à 2019. Donc, il y a des mises à jour qui sont en cours, mais vous n'êtes pas pour en parler. Ce que je veux tout simplement souligner, c'est que face à une dynamique publique aussi et une activité des ONG en mer qui permettait, et là je reviens un peu sur l'activité aussi de MSF, qui permettait d'intervenir dans les cadres de naufrage et de récupérer des corps et de les débarquer sur les côtes italiennes pour lancer des activités d'identification possible, si possible, etc. Ben, on est face à quelque chose qui a eu lieu, donc un changement qui est lié aux politiques européennes de gestion de la migration et à ce qu'on appelle l'externalisation du contrôle, c'est-à-dire en déléguant le contrôle de la migration à, disons, les acteurs libyens et aux autorités tunisiennes, par exemple, bah, on s'est rendu compte qu'il y a de moins en moins de corps qui sont arrivés et qui arrivent en Europe, notamment en Italie. Là, je parle, si vous voulez, de la Méditerranée centrale. Donc, il y a beaucoup de moins de corps qui arrivent en Méditerranée centrale, en Italie. Et, cet argument permet les Italiens, les autorités italiennes, la politique italienne de dire que les dynamiques, les stratégies des contrôles sont en train de fonctionner. Or, là, je viens sur un exemple pratique qui peut-être va nous aider à comprendre un peu mieux la situation. 49, c'est le nombre de personnes disparues ou décédées en Méditerranée centrale le mois de janvier 2023, selon IOM. C'est qui s'est basé sur des informations collectées par des acteurs institutionnels surtout. Euh, comme je vous disais, les autorités italiennes et, disons, la presse, si vous voulez, qui est voisine au gouvernement italien en place aujourd'hui, a dit, bah, ça veut dire que la politique italienne de déterrence et des contrôles fonctionne parce que les morts sont diminuées. Et effectivement, ils font référence à des chiffres en comparaison des chiffres sur l'année 2022, où il y avait eu environ 120 morts, en disant, bah, on a diminué de la moitié les morts. Les problèmes, c'est que ça, c'est les données officielles. Et donc, il y a un langage officiel, il y a un discours officiel qui essaye de minimiser, si vous voulez, les bilans des victimes et de faire disparaître deux fois, on pourrait dire, les personnes en migration. Parce que si vous passez à la slide suivante, j'ai collecté trois slides. C'est un travail qui a été mené par des activistes, disons des lanceurs d'alerte, et des personnes qui sont en contact avec des familles qui dénoncent des disparitions. Mais pour le même mois et pour la Méditerranée centrale, c'est-à-dire qu'entre la Tunisie à l'époque et l'Italie, on a comptabilisé 416 personnes qui seraient portées disparues en mer. La plupart des fois, il s'agit des ghost ships, c'est des bateaux disparus en mer pour lesquels on n'a aucun témoignage, aucune trace, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas la possibilité d'objectiver ces disparitions, sauf à travers. Et donc, la seule chose qu'on a, c'est la déclaration des informations qui viennent des familles, des personnes qui sont parties, dont on est au courant de leur départ, mais dont on ne sait rien d'autre, et on a perdu leurs traces dans un laps de temps et dans un espace qui est celui entre la ville des Sfax, à l'époque notamment, et les côtes italiennes. Donc, vous pouvez passer les trois slides, on arrive à la fin. Ça, c'est des exemples des cas, c'est une série de cas qui se suivent. Et cas après cas, on est arrivé pour janvier à plus de 400 personnes, 416 personnes si je ne m'abuse pas. Euh, Ça nous ramène en Tunisie, c'est-à-dire que les corps qui n'arrivent pas en Italie parce qu'ils ne sont pas récupérés, bah, ils sont soit récupérés par les autorités tunisiennes ou, encore pire, sont laissés en mer parce que la récupération des corps n'est pas une priorité souvent, trop souvent, et, et n'est pas une obligation. Et donc, je me remets à ce qu'a déclaré les ministres des Affaires intérieures tunisiens, qui a déclaré que entre janvier et juillet de 2023, les autorités tunisiennes ont récupéré environ 900 corps. Il y a l'article, il y a une prise une capture d'écran de l'article de la déclaration du ministre, c'est-à-dire 900 corps. Alors,
Rappelons-nous que dans la recherche faite par les CCR pour la période 2014-2019 pour l'Italie, on arrivait sur 5 ans à 960 corps récupérés. Là, on a récupéré 900 corps que dans la période janvier-juillet 2023. On peut imaginer aussi le nombre de personnes disparues. Tout ça pour dire que, disons, la difficulté et la problématique de la gestion des corps et des recherches de famille est un enchaînement de problèmes. Et si on analyse la dimension forensique, José Pablo reviendra sur ça, ben évidemment, il y a des évidences, un système qui n'est pas forcément normalisé, il y a des déficits techniques, etc. Mais les problèmes majeurs, c'est qu'il y a de moins en moins de corps qui sont récupérés et de plus en plus de corps qui disparaissent en mer et pour lesquels genre, on n'est même pas face à la possibilité de mettre en place des activités ou de perfectionner les actions, disons les activités forensiques, parce que vraiment, on n'a même pas les corps. Donc là, la question qui se poserait pour moi, ce serait de renforcer et de forcer, d'obliger les autorités à récupérer les corps là où c'est possible et d'essayer comment dire, n'est pas s'est passé de cette action qui est fondamentale pour la dignité des personnes décédées et pour les familles, parce que les familles, comme vous le savez, face à un corps, bon, il y a la possibilité d'identification et il y a des corps qui sont identifiables, mais face à une disparition tout court, ben, le parcours de deuil reste très, très, très compliqué. Je terminerai là. Juste en rappelant, parce que, disons, le mandat de genre, la demande qui nous a été posée par rapport à ce travail, à cette problématique vis-à-vis disons, au travail de MSF, bah, effectivement, considérer qu'MSF est présent long toute cette chaîne d'événements, c'est-à-dire qu'il est présent, bon, il a été présent au Maghreb, il est présent en mer, il est présent en Italie et dans des différents pays en Europe, bah, la question, ce serait pour moi comment dire, renforcer l'activité qu'MSF pourrait continuer à faire, parce qu'il le fait déjà, mais qui pourrait renforcer probablement, sachant que cette nécessité est là parce que qui pourrait la faire, qui devrait la faire, souvent ne s'en occupe pas trop. Mais ça serait de investir et probablement travailler avec des autres ONG mères pour améliorer les capacités de récupération des corps, par exemple, de renforcer la capacité de débriefing des survivants, parce que comme vous savez que les survivants sont souvent débarqués et l'intérêt c'est seulement focalisé sur disons, l'analyse de la situation pour pouvoir avoir des coupables à enquêter, et les morts ne sont pas pris en compte, encore moins les disparus, mais alors renforcer cette capacité de débriefing, notamment avec les travaux qu'MSF fait auprès des victimes et des témoins, des survivants, et aussi dans des parcours un peu plus longs de suivi médical, de suivi en termes de santé des personnes en accueil en Europe, de pouvoir comment dire, être à l'écoute, parce qu'on sait aussi que des cas de traumatisme, etc., ramènent comment dire, à faire sortir plus tard des informations concernant des événements traumatiques comme la perte de proches, etc., qui parfois ne sortent pas au moment du débarquement. Voilà, je m'arrête là et désolé d'avoir été un peu speed. La seule chose que je voulais vous montrer, c'est à la fin vous descendez sur la dernière slide, c'est un travail qu'on a mené avec une organisation qui s'appelle Euromed Right. On a essayé de cartographier tous les acteurs de la société civile qui sont actifs en soutien des familles des personnes disparues en migration, pour essayer de renforcer la capacité des acteurs de la société civile, justement, à soutien des familles à travers des échanges, des pratiques et aussi l'information qui est en train de se discuter. Voilà, merci Merci, beaucoup. merci d'avoir nous avoir exposé déjà ce sujet et d'avoir aussi voilà, pointé du doigt les problématiques de comptage, le lien avec la famille. Je pense qu'on va revenir sur certains de ces sujets avec les autres intervenants. Je vais tout de suite passer la parole à Sylvia Dimeo, que je vous ai rapidement présentée, donc, qui est anthropologue et qui est présidente donc, de l'association MEMMED, Mémoire Méditerranée.
et qui va vous parler, vous expliquer son initiative, leur projet, ce qu'ils font, et vraiment voilà, ce qui avait déjà un peu été introduit par Filippo, mais le lien avec les familles et l'importance aussi voilà, d'identifier et de connaître les morts. Mais, Sylvia, tu nous entends? Et est-ce que ta vidéo marche Oui, du coup? Jessica, je vous entends. Bonsoir. Et voilà, ça marche. Merci beaucoup, Sylvia. La parole est à toi. Et je suis désolée, je vais jouer un peu le maître du temps, donc je vais essayer de pas, voilà, si jamais j'interviens. Merci. Merci à vous. Et je suis désolée de n'être pas là, mais très contente de participer à cet événement. Bon, je suis chercheuse, anthropologue. J'ai travaillé sur les sujets de mort et de disparus depuis 2019. Je fais une recherche de doctorat justement à propos de la lutte des mères et de sœurs tunisiens en Tunisie qui cherchent leurs proches disparus. Depuis 2022, je suis partie du projet Memoria Méditerranée qui se déroulait dans les cadres spécifiques de la route migratoire de la Méditerranée centrale, en particulier en Sicile et en Tunisie, qui sont des régions où il y a plusieurs corps enterrés dans des cimetières locaux qui n'ont pas été identifiés. Ici, on a pu observer les conséquences, les effets concrets des politiques sécuritaires dont Philippe a déjà parlé envers les gens qui se déplacent à travers aussi la mise en place de mécanismes d'externalisation du contrôle de la frontière qui ont fait de la Méditerranée un cimetière. Donc, la normalisation de la mort a été constatée, étudiée par plusieurs acteurs sur des différentes routes, les Canaries, la Méditerranée, l'Amérique centrale. Et nous, en tant que projet basé en Sicile et dans le sud de l'Italie, on a pu observer surtout ce qui concerne la violence qui frappe directement ou indirectement les familles et les communautés d'appartenance de gens migrants qui se déplacent envers l'Europe. Donc, malgré qu'il existe de lois nationales et internationales, comme par exemple la Convention de Genève, qui établissent les traitements dignes de corps, la recherche, la récupération de victimes, les retours de deuil aux familles, l'inhumation de cadavres et tout ça, ces réglementations restent souvent inappliquées et donc il y a aussi un manque de coopération entre les États et entre aussi les autorités et les forces des États qui ne collaborent pas avec ces bouts-là. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas un système d'intervention qui est efficace. Sur les plans opérationnels, les autorités italiennes ne semblent pas être préparées à faire face à la nature et aussi à l'ampleur de ces tragédies de manière structurelle. Et donc, le travail de Mehmed a été développé justement par rapport aux besoins exprimés par les familles de personnes disparues qui ont envoyé leurs demandes envers les... Vous m'entendez ou... ça Attends, marche? ça marche. Ah, ok. Donc, on a essayé de leur fournir un voie d'accès direct et des communications directes avec les autorités en Italie. Les principaux problématiques que nous avons constatées sont le déni du droit de savoir, la négation du droit de savoir, le right to know. Donc, les membres de famille ne sont pas informés sur le destin de leurs proches disparus et ils restent dans cette incertitude pendant plusieurs années, pendant de très longues périodes. Et cela conduit aussi à la violation de plusieurs articles des lois internationales, comme je disais, la Convention de Genève, et qui stipule que chaque État devrait faciliter la recherche des disparus et aussi soutenir les organismes qui travaillent avec ces buts. La deuxième problématique que nous avons constatée, c'est la difficulté de prendre contact directement avec les familles parce que il y a un manque de volonté de la part des autorités italiennes
envers les demandes de famille et un manque de collaboration entre les différents acteurs qui travaillent sur le terrain. Donc, par exemple, le parquet de la République, les consulats, la police scientifique, les différents acteurs qui, dans le cas d'un naufrage ou de la récupération de corps, n'ont pas la possibilité, la capacité de travailler ensemble. Une autre problématique, c'est la négation de la souffrance psychosociale de famille. Donc, la disparition d'une personne a des répercussions, comme je disais, sur les familles, et, y compris d'un point de vue psychologique. Et le deuil n'est pas, on ne peut pas surmonter la perte et le deuil parce qu'il n'y a pas une nouvelle, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas d'informations sûres et certaines à propos de la mort ou de la disparition de personnes. Donc, les autorités ne permettent pas l'accès à la justice et ne permettent pas aussi l'accès à la vérité. Et ça va toucher directement les droits à la santé et l'intégrité aussi psychophysique de membres de la famille qui cherchent leurs proches. Donc, à partir de ces contextes généraux, on a développé 3 activités principales. Les soutiens légaux. Mehmed est composé par 2 avocats, des psychologues, 2 médiateurs, des chercheuses. Et à propos du soutien légal, nous avons mis en place 2 instruments légaux pour travailler directement avec les autorités compétentes dans les démarches administratives et bureaucratiques de recherche, d'identification et rapatriement de corps pour localiser et identifier les cadavres. Donc, pas seulement dans la mer, par exemple, de corps qui ont été rescapés de la mer, mais aussi pour des gens qui se trouvent dans une condition de privation de la liberté, dans les centres pour les rapatriements, dans les centres de premier accueil ou identification, hotspot, et pour, comme je disais, pour les rapatriements de corps dans leur pays d'origine, selon la volonté de famille. Le deuxième soutien, c'est un soutien psychosocial. Comme je disais, les circonstances traumatisantes et ambiguës dans lesquelles survient la perte, le naufrage, la mort, les décès, compliquent le processus de deuil et d'élaboration de la mort. Et les familles vivent des situations d'angoisse, de culpabilité, d'incompréhension, de colère aussi. Donc, le soutien psychosocial qu'on a essayé de mettre en place, c'est 2 types, des typologies cliniques individuelles, mais surtout collectives et groupales. C'est l'instrument du groupe d'entraide mutuelle qui a été développé surtout avec un groupe de mères et de sœurs tunisiens qui est très différent parce qu'il est composé par de mères et de sœurs de gens qui sont disparus depuis 2011 jusqu'à 2021. Donc, dernièrement, la manque d'une reconnaissance publique et collective a contribué à délégitimer les expériences que ces familles ont vécues pendant les années. Et donc, Mehmed, comme des autres organisations de la société civile dont Philippe a parlé, que Philippe a mentionné, comme par exemple l'FTDS, l'ARFAN, la commémoration et des autres qui travaillent dans le soutien aux familles, on cherche de favoriser toutes les initiatives, les événements de témoignages et de dénonciations qui les familles ont mené dans la région euro-méditerranéenne. Et en synergie avec leurs revendications, on tente d'encourager la défense des droits fondamentaux des personnes exilées, de leurs familles, des communautés, et les droits des savoirs, ainsi que la défense du droit à la liberté de circulation. Enfin, je voudrais évoquer les cas de Coutron, du naufrage de Coutron, et c'est le dernier naufrage, bon, le dernier grand et célèbre naufrage qui est passé en Italie, le 26 février 2023, un naufrage de 250 personnes
La plupart, c'était originaires d'Afghanistan qui sont partis de Turquie. Et les naufrages a eu lieu dans les eaux de la région de Calabria et causant la mort de au moins 94 personnes et 10 ans de disparus. Ce naufrage-là, c'est pas le dernier, mais il est emblématique et symbolique parce que, au moins pour des raisons. Première raison, parce qu'il s'agit de naufrages qui auraient pu être évités, puisqu'il s'est produit à une dizaine de mètres des côtes italiennes. Donc, il a été causé par l'absence d'une intervention directe des autorités italiennes dans le secours et dans le sauvetage des gens qui se trouvaient dans la mer. Et malgré les autorités italiennes étaient alertées sur leur présence. Et la deuxième raison, c'est que dans ces cas, comme des autres naufrages qui sont passés les années dernières en Italie, à Lampedusa surtout en 2015, 2013, la manque d'un protocole efficace de travail et de collaboration entre les institutions, les autorités nationales, les organisations internationales a ralenti et on peut dire qu'il a empêché aussi le travail d'identification. En fait, à Crotone, où j'étais présente pendant les semaines du naufrage, et après le naufrage, les corps étaient déjà dans un état de décomposition avancé lorsque la collecte de données ante-mortem et post-mortem a effectivement commencé. Et donc, parallèlement à la décomposition de corps, il y a eu une décomposition des droits, pas seulement de personnes migrantes, mais aussi de leurs familles. Donc, cette décomposition a marqué, on peut dire, ces naufrages comme ceux du passé, alors qu'il ne s'agissait plus d'une émergence, d'une urgence, mais c'est la directe conséquence prévisible et connue des politiques des frontières. Pour terminer, je voudrais souligner à propos du travail de Médecins sans frontières qui était présente à Coudron dans les journées de naufrage, que la présence dans le soutien des survivants des naufrages a été fondamentale et surtout parce que dans cette situation, dans ces contextes-là, la présence des survivants au naufrage, mais aussi la présence des familles des victimes qui sont arrivées des différents pays de l'Europe n'a pas pris vraiment en considération, n'était pas pris en considération par l'État italien. Donc, le soutien psychologique a été fondamental pour accompagner les familles dans les procédures d'identification, de reconnaissance et de rapatriement de corps. Et je pense que ce travail que Médecins sans frontières a mis en place à Coudron a été exemplaire et devrait être développé encore plus dans tous les cas des naufrages connus et pas connus, en soutien de familles qui sont à l'attente de réponses de la part des autorités. Merci Sylvia. Merci, merci déjà de pointer du doigt tout ce qui est fait par ton organisation, par les organisations présentes, le lien avec MSF, mais aussi merci de pointer du doigt les manques, le manque de coordination, le manque de réponse étatique, malgré plusieurs organisations comme la tienne qui interviennent. C'est ce qui avait été aussi montré dans la dernière carte de Filippo, avec le mapping des acteurs de la société civile qui essaye d'apporter une réponse à cette problématique. Et du coup, ça me donne ma transition aussi avec Rachid Korachi, qui, comme je vous disais, est un artiste plasticien algérien qui va vous présenter aussi son initiative. Il y a des initiatives donc, de la société civile, mais aussi les initiatives individuelles qui sont aussi portées individuelles, mais qui s'intègrent dans une mouvance plus globale avec des reconnaissances plus grandes. Je laisse la parole à Rachid. Merci. Merci à vous tous d'abord. C'est vrai que c'est un drame qui est énorme et on ne réalise pas vraiment
ce qui se passe parce que beaucoup de gens, et surtout les autorités, cachent la réalité. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je suis artiste, je vis sur Paris, je suis né dans le désert en Algérie. C'est vrai que quelqu'un avait parlé tout à l'heure des morts dans le désert. On ne réalise pas comment ça se passe parce que là, ça se passe par camion. Et des camions, quand je dis bourrés, c'est-à-dire les baluchons, les choses, et les gens accrochés dessus par centaines. Et si jamais un pneu pète, les gens qui sont payés pour faire donc, ce passage, ils ont des 4x4 devant et derrière, d'abord pour voir s'il y a des flics ou des gendarmes plus loin. D'autres qui surveillent derrière. Et s'il y a un ou deux pneus qui pètent, ils se barrent avec les 4x4, ils laissent les gens en plein désert. Donc, c'est des femmes, des enfants, etc. C'est vrai que ça, c'est la partie qu'on ne voit pas beaucoup. On parle plus, c'est vrai, de la mer, etc. Moi, c'est un jour, ma fille m'a appelé, elle est, bon, vous la connaissez tous, Aïcha, donc qui est présidente d'Action contre la faim à Londres, qui me dit, papa, il y a un problème en Tunisie, on jette les cadavres des morts à la décharge publique avec le camion poubelle. Je ne l'ai pas cru, je lui ai dit, attends, Aïcha, c'est pas possible, ça n'existe pas en Tunisie. Elle m'a dit, si, papa, j'ai des photos, et si tu veux, je viens avec toi. Et on est allé effectivement, j'ai eu par des contacts, j'avais le lien avec le président du Croissant Rouge de la région, qui est un notable de la ville, un pharmacien, un homme très chouette, qui a beaucoup fait pour les périodes de guerre en Libye, les tentes, les couvertures, la nourriture, les secours, bref. Et puis, ces histoires donc, de migrants qui arrivent comme les sardines quand sont jetés au bord de la mer. C'était comme fou. Et quand je suis allé là-bas, j'ai vu effectivement cette montagne de corps humains. Il y a 1700 personnes dans cette montagne. Donc jetées avec les camions poubelles dans les déchets de la ville. Et ça semblait déranger personne. J'ai scandalisé en disant, écoute, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et j'ai dit au président du Croissant Rouge, écoutez, moi je suis prêt à vendre des œuvres et à faire un cimetière pour ces corps. C'est pas possible de faire ce que vous êtes en train de faire. Même pour l'image de la Tunisie, vous avez du tourisme, vous avez des gens, etc. C'est anormal. Bon, il me dit, tu n'as pas le droit d'acheter toi de la terre, tu n'as pas la nationalité du pays. Et Aïcha, je lui dis, Aïcha, tu es prête à... Je paye, tu achètes le terrain en ton nom, puisque tu es tunisienne. Et effectivement, le jour même, on achetait le terrain. Donc, je ne voulais pas qu'il soit loin. En plus, j'ai exigé que ce soit ce terrain. Visuellement, je vois la montagne de cadavres. Je voulais vraiment l'avoir parce que j'avais déjà l'idée dans la tête de la traiter par la suite, ne pas laisser les chiens errants, les rats, les chats, les hyènes, etc., venir manger les corps. C'est ce qui se passe tous les jours. C'est terrifiant. Donc, on a acheté le terrain. Tout de suite, j'étais dans un café avec le président du Croissant Rouge. Je lui ai dit, tu connaîtrais un entrepreneur? Il m'a dit, oui, oui, j'en connais un. Tu peux l'appeler. Il est venu. Je lui ai dessiné le plan que j'avais conçu immédiatement, vu l'horreur que j'ai vue, en disant, on va faire ça. Et on a acheté donc un territoire assez important en pensant que ça suffirait largement. On a acheté en 2018. On a achevé la construction de ce lieu, que vous allez voir en image, en 2022. Ce lieu a donné des réactions très particulières d'insultes, de racisme. Mais comme j'ai pensé un jour que je trouverais dans un pays d'Afrique du Nord une méchanceté, une saloperie aussi pareille. Je le dis vraiment avec ce langage qui peut heurter les gens qui sont originaires de là-bas. Mais je me dis, je ne pourrais pas laisser faire ça. Des amis m'ont dit, écoute, tu vas avoir des problèmes. Parce que d'abord, il faut que les autorités te donnent l'accord de construire le lieu, les autorisations, tu es artiste, tu n'es pas du pays, etc. J'ai décidé de tenir bon. J'ai tenu 4 ans à réaliser ce lieu. Je ne sais pas l'image. Alors, vous voyez, je peux me lever si vous permettez. Donc, vous expliquez la symbolique du lieu. Là, c'est une salle de prière qui est ouverte à tous, chrétiens, animistes, musulmans et autres. Je n'ai jamais fait une tombe avec un quartier comme on fait en Europe, un quartier musulman, un quartier juif, un quartier. Là, ils sont tous mélangés ensemble.
D'autant que l'archevêque d'Alger, de Tunis, pardon, Monseigneur Hilario m'a dit, Rachid, nous, on n'a pas du tout de tombe dans les trucs communaux ou qui nous appartiennent à l'Église. Donc, je suis dans une problématique réelle pour les nôtres, pour les morts. Je dis, vous inquiétez pas, Monseigneur, ils seront enterrés comme les autres. Donc, sans aucun problème. Donc, les tombes que vous voyez, elles sont toutes orientées vers l'Est. Les musulmans, c'est la Mecque. Mais en réalité, moi, je l'ai fait parce que je voulais que ces morts, tous les jours, le lever du soleil tombe sur eux. La lumière du soleil, la chaleur du soleil. Le cimetière, il est fait d'une manière très particulière. Donc, il y a tous les arbres qui sont de ce côté, donc de chaque côté de l'allée, c'est des orangers amers. Parce que l'amertume de l'oranger amer, mais on fait quand même la confiture avec. En même temps, dans le terme arabe, on dit mazhar, l'eau de fleur d'oranger, c'est l'eau de la chance. Deuxième contre-allée, c'est des grenadiers. La symbolique de la grenade, bon, d'abord, c'est la ville de Grenade, que vous connaissez tous, c'est ça symbolique, mais en même temps, un grain de grenade, vous faites ça, vous l'écrasez. Une grenade fermée, comme des rubis les uns enchâssés dans les autres, c'est comme l'humanité, si elle était ensemble, elle est solide et on ne peut pas la briser. Troisième rangée, c'est le jasmin. Plante du paradis, plante d'odeur, parce que malheureusement, les corps n'ont pas de bonnes odeurs. Quatrième, c'est les galants de nuit. C'est des fleurs qui sont beaucoup plus puissantes que les jasmins et qui, la nuit, couvrent mais vraiment toutes les fleurs possibles de leur odeur. Après, on passe au bougainvillier rouge. La symbolique, c'est le sang. Donc aussi, quand il est vif, il est en vie. Quand il est sombre, il est mort. Et j'ai tenu à mettre pour nos amis, vous le voyez, attendez là, non, ça c'est de l'autre côté. Alors, puisqu'on a cette image, c'est un olivier de 130 ans que j'ai réussi à avoir, qui est dans l'axe de la salle de prière, symbole de paix mais énorme. Et dans ce cimetière, de ce côté de celui-là, il y a 5 oliviers plus petits qui symbolisent les 5 bases de l'islam. L'acte de foi, shahada, la prière, le psaume, le jeûne. Après, on a le don et le voyage à la Mecque. Mais par contre, sur les murs latéraux, il y a 12 vignes qui symbolisent les 12 apôtres autour de Jésus. Donc, je voulais vraiment y tenir. Donc, bref, c'est un jardin très œcuménique, très vif. Et toutes les plantes, vous voyez l'image d'avant, elles sont toutes soutenues. Pourquoi? Parce que je voulais arriver à faire, même pour les grimpants, des troncs épais comme les arbres, les faire du même format que les orangers amers pour qu'ils puissent tous être des boules de lumière et de couleurs dans le ciel. Alors là, c'est mon écriture aussi, vous voyez la plage de Hachani où le corps a été trouvé. C'est une femme qui a été retrouvée en robe noire. La date, enterrez-le, telle date. Celle-là, il n'y a pas ADN+, parce que le corps était totalement pourri, malheureusement, par les temps de mer. Et pour faire les prélèvements ADN, il faut aller jusqu'à Gabès, 170 km. Et souvent, les gens sortent de leur pays, ils viennent en l'été, en pensant que la mer est plus calme, il n'y a pas de risque. Et le risque, quand ils arrivent là, la chaleur détruit les corps, ils les mettent dans un camion poubelle pour les emmener jusqu'à Gabès, 170 km en plein cagnard. Il reste 3, 15, 5, 6 jours et même 7 jours pour qu'il y ait les prélèvements faits. Là, pour certains, on a les prélèvements, vous verrez des plaques avec ADN+. Vous voyez, ça, c'est un bébé, ADN+. Voilà, donc là, c'est un bébé qui est arrivé avec sa mère morte. Il était dans ses bras. Donc, la mère est là, on a mis le bébé juste à ses pieds. Alors, la symbolique de ces bols est très importante. C'est vraiment un jardin mystique, hein. C'est pas un cimetière. Le bol, il est jaune, la lumière du soleil, et le vert, c'est la fécondité de la terre. Surtout pour les gens qui viennent du désert, quand il y a du gazon, quand il y a toutes les plantes possibles, c'est la verdure. Ils servent aux oiseaux à se baigner dedans, à boire dedans, et après partir vers le ciel à la rencontre des anges. Voyage invisible de la terre vers le ciel. La contrepartie, c'est l'eau qui descend du ciel. Voyage invisible aussi du ciel vers la terre. Il y a ce va-et-vient symbolique comme si les oiseaux portaient l'âme du mort à la rencontre des anges. Là, vous avez ça, c'est les grandes vignes que j'avais achetées justement pour symboliser la présence des apôtres. Oui. Voilà, alors là, j'ai tenu absolument à faire la prière de 3 religions. Trabulsi, qui est le grand rabbin de Djerba, Mohamed, qui est l'imam de la région, et Monseigneur Hilario, archevêque donc de là. Audrey Azoulay, donc directeur général de l'UNESCO, l'ambassadeur de Tunisie là-bas, le ministre de la Culture et du Tourisme, etc. L'idée pour moi, ça a été de dire cette homogénéité de l'humanité.
Il y a des bouddhistes là. C'est des corps, que 85 corps qui sont arrivés par la mer. Figurez-vous, ils ont quitté le Qatar, les constructions des stades, parce que c'était une souffrance terrible. Ils ont quitté. Ils n'ont plus leur passeport parce que les autorités les leur prennent à l'aéroport. Donc, ils ont un bateau bousillé pratiquement déjà dès le départ. Donc, il y a 85 Pakistanais et Bangladeshis qui sont enterrés là. Et le seul ambassadeur qui vient voir les tombes, c'est celui du Bangladesh. Jamais un ambassadeur africain n'est venu. Je suis allé le voir, j'ai appelé certains. Ils me disent ils ont voulu se suicider, tant pis pour eux. Et dans cette zone, la violence du racisme est telle qu'il y a eu récemment, sur l'île de Gerba, le symposium de la francophonie. Il y avait plus de 70 chefs d'État et rois qui étaient là. Dans le programme, Audrey Azoulay a appelé sa collègue qui était à la francophonie, c'est le secrétaire général de la francophonie, pour que les chefs d'État et surtout africains viennent au cimetière faire une prière sur les leurs. Eh bien, les gens de la ville les ont empêchés de venir. Et même le chef de l'État n'a pas pu traverser pour aller de l'autre côté. Pour dire la violence des choses. Voilà. Donc, je pense que vous expliquez en gros cette histoire. Aujourd'hui, j'ai de gros problèmes, de graves problèmes avec cette histoire-là. Bon, on verra comment ça va se passer. D'autant qu'on voulait doubler. Là, on a déjà c'est des 800 tombes. Et il était question de doubler le cimetière vers le haut, de l'autre côté, pour en donner d'autres. Voilà, j'avais mis une plaque pour qu'on se rappelle que ce lieu est important. Donc, les invités, en parlant des morts, les invités de ce lieu sont des étoiles filantes. Le peu de vie qu'ils ont eu, malheureusement. Ce jardin d'Afrique a été dessiné, réalisé, offert par l'artiste Rachid Koraïchi. Que ce lieu soit pour ces damnés de la terre, je reprenais des textes de François Fanon, et de la mer, une demeure de fraternité, d'humanité, d'éternité, leur jardin du paradis. Voilà, c'était le symbole pour que les gens se rappellent, parce qu'on dit que c'est les Allemands qui ont payé, les Nations Unies ont payé, Dieu, je ne sais pas qui a payé, sauf moi naturellement. Voilà, c'est un classique, on en a vu de toutes sortes. Malheureusement, celui a été profané par les gens de la ville. Ils ont ouvert beaucoup de tombes, ils ont sorti les morts de leurs linceuls et de leurs tombes. C'était terrifiant, et ça passait il n'y a pas très longtemps. Pour vous dire, le racisme, malheureusement, est terrible. Voilà. Merci. Désolé, merci beaucoup, Rachid. Désolé, c'est court. mais merci beaucoup. Et oui, pour ceux qui veulent, il y a un livre, voilà. Ce que j'allais dire. Il y a un livre en ligne qui a été publié donc à Londres et que vous pouvez trouver sur les sites qui explique aussi vraiment ce projet qui est plein d'humanité. Et je pense que voilà, les étoiles filantes, on regarde ça. Audrey Azoulay l'a classé patrimoine mondial de l'humanité et la Fondation Araken, qui est le prix Nobel d'architecture, l'a classé aussi dans les 20 derniers. Et j'ai demandé, moi, qu'ils ne me donnent jamais le prix. Sinon, ils risquent de me massacrer, ces salauds là-bas. Donc, voilà. Merci beaucoup, Rachid. Et on va passer à notre dernier panéliste, José Pablo. Je ne sais pas si tu nous entends. Il va nous parler de son travail en tant qu'anthropologue légiste, qui est une vraie spécificité, avec les enjeux derrière la normalisation du discours qu'on peut avoir sur les morts en mer, et plus largement sur les routes migratoires, avec l'exemple justement de l'Amérique centrale et l'Amérique latine. José Pablo, tu... Connecté? Oui, je vous entends parfaitement. Super, toi la parole, merci. Et merci. Désolé, le temps passe vite si on veut. Voilà, pas de problème, je vais être assez court, je pense. La première chose que je veux dire, c'est une petite clause de non-responsabilité, si on peut, et c'est de dire qu'il n'y a pas de crise migratoire. Je pense qu'on doit arrêter une fois pour toutes de parler de crise. Toutes les crises font un pic et ce qu'on fait, c'est un plateau. En réalité, non, les crises mobilisent des solutions rapides, quelquefois efficaces, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de quick fix, comme on dirait en anglais, pour un truc pareil. Je veux parler de plusieurs choses, mais surtout, je veux parler à propos des morts, mais pas seulement des morts en tant que telles. Peut-être qu'on va se demander pourquoi on parle des morts, si tragiquement ou pas, ces personnes sont mortes. Et je pense qu'il y a plus que ça. L'argument, ou cet argument est assez obscène, je pense, même si c'est assez commun. Et c'est très important de répéter qu'on mesure notre humanité à travers du traitement des morts.
Alors ça, c'est la chose plus importante. Mais je ne parle pas seulement de nos morts, mais ceux d'autrui, qui est la partie encore plus complexe, je dirais pas. Et le traitement, clairement, ne s'arrête pas à les enterrer ou les apporter des fleurs, mais surtout à restituer leur identité. Car le sens de l'humanité, à la fin, est aussi basé sur le fait de pouvoir nommer, connaître et reconnaître les personnes tant que personnes, et pas seulement comme des statistiques. Alors ça, c'est assez important, et ça m'emporte à un deuxième point, qui est quelque chose que j'appelais compter et raconter. Peut-être en français, c'est pas si sympa comme en anglais, que ce serait counting and accounting, mais c'est très important qu'on a arrivé à un point de normalisation des chiffres, et des chiffres chaque fois plus terribles. Et tous ces chiffres, à la fin, aussi deviennent des arguments très importants pour nos causes, les causes qu'on soutient, des très bonnes causes. Justement, je dirais, illustrer l'effet des politiques migratoires, établir un dialogue avec des États qui font ces politiques ou sont responsables pour ces politiques et toutes sortes de choses. Mais le problème commence très tôt dans notre analyse, car chaque institution, chaque organisation, chaque groupe de personnes, n'importe qui, compte de façon différente. Et la conséquence de ça, c'est aussi qu'on raconte les faits d'une façon aussi différente. Alors, je donne un exemple pour être moins philosophique et plus clair. Le CICR a produit 2 rapports. Le dernier rapport va être publié, j'espère, très bientôt, qui s'appelle justement en anglais « Counting the Dead », comptant les morts, pour comprendre combien de corps de personnes migrantes décédées avaient été trouvés dans les pays européens d'arrivée, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et Malte. Le premier rapport couvre entre 2014 et 2019, et le suivant 2020 et 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Si par exemple la OIM parle d'une chiffre X de migrants disparus ou morts, parce qu'ils utilisent cette terminologie assez bizarre de disparus ou morts, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, pendant la traversée vers l'Europe. Pour cette période-là, spécifiquement, l'Europe, par exemple, pour la période 2014-2019, a récupéré seulement 13% des corps. 13, ok? Et entre 2020 et 2021, seulement le 7% des personnes reportées comme disparues ou décédées. Okay? C'est presque rien. Alors, une façon de raconter l'histoire, et je suis totalement sûr qu'il y aura plusieurs façons, mais une de ces façons sera celle-là, en disant que ces chiffres-là démontrent que la situation s'est améliorée. Car les pourcentages sont descendus de 50%. Si avant on récupérait 13%, maintenant c'est 7%, alors c'est magnifique. Mais en réalité, les chiffres cachent une autre réalité, c'est que le nombre de personnes qui traversent disparaît, entre guillemets, et que les corps de ces personnes n'est jamais trouvé. Ça, c'est la réalité. Mais vous voyez comment des chiffres, que c'est une normalisation à la fin, peut nous mener aussi à des interprétations assez capricieuses. Cette situation nous porte une autre discussion. Philippe nous a parlé justement de ces chiffres, un peu de ces chiffres, au moins du premier rapport, et les différences qui existent entre les pays à propos de l'identification des migrants, parce que même ces corps récupérés peuvent être plus identifiés dans quelques pays et moins dans d'autres. On dirait que l'Espagne, plus ou moins 50% de taux d'identification, la Grèce un peu plus haut aussi parce que sont moins cas et sont des personnes qui viennent de la Turquie principalement. Ce sont des cas très, très fermés dans ce cas. Mais l'Italie, ce n'est pas justement le cas. Mais la question plus importante que je me pose tout le temps, c'est que si les corps de personnes du tiers-monde et racialisées en plus sont différentes à celles des Européens. Ça, c'est la première question que je me pose. Et la question n'est pas si bête, parce que là, on peut faire un zoom-out hors de l'Europe un instant et parler des Amériques. Est-ce que vous savez que le 2023 a fini avec plus de 500 000 demi-millions de personnes qui ont traversé le bouchon du Darien? Ces personnes-là ont traversé la forêt darienne et venaient de tous les pays imaginables,
pas seulement des Amériques latines, pas seulement, disons, Haïti pourrait être un endroit le plus lointain, mais moi-même, j'ai trouvé des personnes du Congo, j'ai trouvé des personnes d'Iran, j'ai trouvé d'Éthiopie, Érythrée, qui sont arrivées jusqu'au Brésil ou la Colombie et ont commencé à faire le chemin à pied. Mais le problème principal, comme dans la situation de Méditerranée, c'est qu'on ne sait pas à présent combien de ces personnes-là sont arrivées quelque part, ou quel est leur sort. Et si leur famille, c'est quelque chose. Dans ce cas en particulier, la probabilité de mourir ou disparaître dans la route est assez haute. Car si on survit le bouchon du Darien, on peut mourir dans n'importe quel pays sur la route. Et pas seulement par des causes liées à la criminalité, mais accidents de voiture ou n'importe quelle autre cause. Mais sûrement la criminalité, dans ce cas-là, a un rôle très important. On va discuter brièvement le fait que le Mexique, à présent, compte plus de 50 000 corps de personnes non identifiées et un pourcentage inconnu de ces corps non identifiés sont des migrants. Il y a des raisons pour expliquer ça, on n'a pas le temps, mais volontiers à parler avec qui que ce soit qui soit intéressé à ça. Mais l'autre question, et c'est une question où on retourne de nouveau Méditerranée, mais pas seulement, parce que ce n'est pas la seule route, et on n'a pas parlé du désert, on n'a pas parlé de beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qu'on fait avec les corps qui ne sont plus là? Okay? Ça, c'est la question la plus importante. Est-ce que notre humanité s'arrête devant l'absence des corps? On attend que quelqu'un s'en occupe, car donner des réponses, même incomplètes aux familles qui attendent, est trop complexe. Combien de familles sont derrière les chiffres que j'avançais? Si entre 2014 et 2019, 13% de corps ont été trouvés par rapport aux personnes reportées comme disparues ou mortes, et si on pense que 13% aussi a été retrouvé du côté des pays d'embarquement, de départ, où serait le 64% de personnes qui manquent? Et si on parle du 2020 au 2021, où serait le 86% de ces personnes? Ça, c'est la question. Alors, je crois honnêtement que le plaidoyer vers les morts, vers les disparus, la plupart d'entre eux morts, regrettablement, qui affectent à des milliers de familles autour du monde, sont des milliers de familles, doit augmenter. Et d'une façon de le faire, c'est de rajouter d'autres acteurs qui puissent utiliser cette connaissance médico-légale, ce savoir-faire médico-légal. Je préfère le terme forensique de nouveau, mais c'est un anglicisme qui nous aide pas nécessairement, pour aider à plusieurs choses. Le remaniement des dépouilles mortelles, pour créer la capacité au sein des États pour s'occuper des corps d'une façon efficace, pas nécessairement sophistiquée, mais efficace, pour récolter des informations qui puissent conduire à leur identification, pour faire la liaison avec les familles, et une longue liste de suite. Filippo a avancé un peu cette liste. Finalement, j'aimerais ajouter qu'on a une tendance à regarder ce problème comme étant un problème rétrospectif. Mais en réalité, on parle d'un problème prospectif qui se passe en temps réel pendant qu'on a cette discussion, avec un côté rétrospectif très grand par la manque de solutions. Ça veut dire, si on doit regarder les chiffres bruts de nouveau, on peut dire qu'entre 2014 et 2021, on parle, et ça c'est OIM, pas moi, presque 26 000 personnes disparues, 25 871 personnes disparues. Et ça, c'est une estimation. Et ça, c'est une sous-estimation. Ça veut dire qu'on parle de 9 personnes disparues par jour. Où est l'humanité? Je me demande. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, José Pablo. On va prendre un temps pour des questions, pour débattre. Juste pour rappeler qu'il y a un chat pour ceux qui sont en ligne, si vous voulez poser des questions en ligne, n'hésitez pas, on prendra le temps de les lire et les partager. Je m'excuse d'avance, le temps de débat n'est pas très long, mais le sujet, comme vous avez pu le voir, est passionnant et complet
Et déjà, merci à nos panélistes parce qu'ils ont fait l'effort de tenir le temps et il y avait quand même beaucoup à dire. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle ou en ligne? On n'a pas de questions en ligne. Alors, je me lance, moi j'en ai une. C'est ça. Non, moi, j'en ai une et peut-être avec une intervention autre dans la salle, mais on en a parlé, nos intervenants en ont parlé du travail en mer qui est fait par MSF avec le bateau, le Géobarent, qui fait un travail de search and rescue, de retrouver. Mais j'imagine qu'il doit aussi faire face, les équipes doivent faire face à voilà, la découverte de corps dans les bateaux et à cette question-là. Donc je me demandais aussi. Je crois qu'il y a l'équipe de MSF qui est présente, la chef de mission peut-être qui est présente. Voilà. Si possible, de nous en toucher un mot sur comment ça se passe aussi quand vous faites face à la découverte de cadavres et quelle coordination, comment quand vous amarrez quelque part, le lien avec les États. Oui. I'm gonna do it in English if that's fine. Je vais répondre en anglais si ça vous... Je suis coordinatrice des affaires humanitaires dans cette opération de sauvetage en mer. En fait, c'est assez complexe. Nous avons des recommandations s'il y a des personnes décédées à bord parce que des personnes se sont noyées au cours du naufrage ou que nous n'avons pas pu les réanimer sur notre bateau. Donc, ce sont les cas auxquels nous faisons référence. Et lorsque l'on est sur ce qu'on essaye de faire sur notre bateau de sauvetage, c'est de travailler sur l'identification de la personne décédée. Déjà, on récupère le corps. Si possible, nous essayons, si vous avez des personnes qui sont mortes sur le pont inférieur du bateau, nous essayons de les récupérer. Si c'est sûr pour nos équipes, nous avons du matériel qui nous permet d'entrer sur cette partie du bateau. C'est souvent là que se trouvent les réserves de combustible, de carburant, pardon, du bateau. Donc c'est assez toxique, mais on essaye de récupérer les corps. Ensuite, il peut y avoir des membres de la famille qui ont voyagé avec ces personnes et qui sont, elles, survivantes. Donc, celles-ci peuvent nous aider à identifier les victimes. Donc, on s'occupe de l'identification qui est réalisée par notre équipe médicale. Et nous avons un psychologue aussi à bord pour apporter un soutien aux survivants. Donc, cela nous permet de délivrer un certificat de décès qui sera remis aux autorités lorsque nous arrivons au port. Et c'est important aussi pour les survivants et les familles de revoir leurs amis ou le membre de leur famille. On organise un espace sur le navire. On essaye d'organiser peut-être une cérémonie avec de la musique s'ils le souhaitent. Et ceci nous ramène au fait qu'en tant qu'MSF, dans ces opérations de sauvetage, nous n'avons aucune maîtrise de la situation lorsque nous arrivons au port et que les corps sont remis aux autorités. Et alors, nous faisons le maximum sur le bateau pour l'identification, pour aider et apporter soutien aux survivants et aux membres de la famille et aussi aux membres de nos personnels parce que vous pouvez bien imaginer que c'est quelque chose aussi dur pour les équipages. Le processus sur le terrain est en général difficile, long. Nous nous adressons à la Croix-Rouge italienne sur place. Nous communiquons les informations que nous avons pu recueillir, donc à la Croix-Rouge et les autorités, mais souvent c'est très long. Et c'est souvent aussi la raison pour laquelle nous essayons de donner toutes les informations aux survivants de façon à ce que ce soit plus efficace, parce que ces survivants vont ensuite informer les familles lorsqu'ils arrivent à terre. Donc voilà brièvement
pour la façon dont nous nous organisons. C'est difficile et nous sommes assez contraints quant à notre capacité d'action. Alors, il faut juste le micro pour les traducteurs. Oui. Merci. Bonjour, il faut que je me présente. Jean-Loup Chifflet, bonjour. Je voudrais poser une question très indiscrète à Rachid Koirachi. Si j'ai bien compris, c'est vous qui financez, vous êtes milliardaire, parce que c'est vous qui financez entièrement ce cimetière. Est-ce que je peux vous demander d'où vient l'argent? Oui. Je vais vous le dire, à mes galeries, j'ai 2 galeries, une à New York, une à Londres, donc ce qui permet de tracer d'où vient l'argent, parce que beaucoup de gens disent les ONG m'ont donné plein d'argent que j'aurais dépensé, que j'aurais mangé, etc. Sauf que pour moi, ça c'était très important. Les Américains contrôlent actuellement chaque dollar qui passe, les Anglais la même chose. Cet argent arrive sur un compte à la Banque centrale de Tunisie, qui contrôle l'origine aussi de l'argent, et les retransmet à une banque, le Baraka, qui est une banque offshore en Tunisie, et l'argent va directement croissant rouge sans passer par mes doigts. Et je veux vous dire que je suis artiste, donc je fais de l'art, j'ai publié beaucoup de livres, mais en même temps, je fais beaucoup de cimetières. Pourquoi? Que je finance, je précise. Je préfère ne pas prendre des choses qui me feraient beaucoup plaisir. Je n'ai jamais eu de bagnole. Je n'ai même pas de vélo. Donc voilà. Donc vous savez, je ne joue pas au casino. Je n'ai jamais bu de ma vie. Jamais fumé une cigarette de mon existence. Donc mes besoins, et je suis végétarien, donc mes besoins sont comme ça. Déjà, ça aide. J'ai fait mon premier cimetière, pour répondre un peu plus, comme ça vous pourrez le voir, au château d'Amboise, le château François Ier, à côté de la tombe de Leonardo de Vinci, aux 25 Algériens de la famille Émir Abdelkader, qui étaient dans une fosse commune. J'ai dessiné le projet, je l'ai réalisé depuis 2005, et aujourd'hui, il y a des communautés tellement inattendues dans ce lieu, aussi bien des gens de quartier où il y a beaucoup de migrants d'origine musulmane ou maghrébine et autres, mais en même temps, il y a des confréries soufis qui viennent du monde entier faire la prière là-bas. Le deuxième lieu que j'ai fait, c'était le 1er novembre dernier. Vous comprenez mon cheminement et je vous expliquerai pourquoi je l'ai fait. J'ai fait une énorme sculpture 3,80 m à la Courneuve, là où habitaient beaucoup de migrants pendant les années 50, 60, 70, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, dans des taudis innommables où la boue était mélangée au sel parce qu'il n'y avait pas d'égout, il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, c'est un parc extraordinaire. C'est le parc de la Courneuve. Donc, c'est un hommage aux plus de 200 Français, à l'époque musulmans, qui sont devenus Algériens après, et leurs amis français de la CGT, les syndicalistes, qu'ils ont soutenus à descendre à Paris pour dire pourquoi on nous interdit de sortir après 20 h le soir. Et ils ont été massacrés par M. Papon, M. Touvier, sous les ordres d'un président français. Ce n'est pas la peine que je rallonge la sorte. Et je fais depuis 25 ans, je suis sur un autre projet de cimetière, qui est sur l'île Sainte-Marguerite, où il y avait le fort fait par Vauban pour enfermer le fameux masque de fer. Ça fait 25 ans que je me bats contre le Front National, le père, la fille, la petite-fille, M. Zemmour, l'OAS, etc. Et enfin, l'actuel maire formidable, donc M. Lisnard, donc, m'a donné enfin l'autorisation de faire ce cimetière pour plus de 500 Algériens kidnappés d'Algérie en 1834 et d'autres kidnappés en 1870 et qui sont morts et 4 générations sont nées sur le lieu, n'ont jamais vu autre chose que l'île. Voilà, je vous réponds, mais je vends des œuvres et Dieu me merci de me donner ce pouvoir. Merci Rachid. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, toujours le micro. Rapidement, s'il vous plaît. Ouais. Et toujours le micro pour la traduction, merci. Merci. Moi, j'ai rencontré Rachid il y a peu de temps dans un lieu magnifique qui s'appelle Démocratie et Spiritualité. Et je pense que je suis aussi artiste plasticienne et j'ai créé une association qui s'appelle Serein lit de couleurs, dont j'ai un atelier à la Pitié-Salpêtrière. Et j'ai appris que Rachid avait, à la Pitié-Salpêtrière, fait aussi des œuvres magnifiques que j'ai hâte de connaître et de voir. Et je le remercie également pour tout cela. Merci. Oui. Oui, voilà.
Et merci infiniment, Rachid, pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup pour accentuer. Ça vaut le coup d'être malade. Hein. On le dira autrement, mais oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou en ligne peut-être? Oui, il y a une question en ligne que je vais lire. Alors, donc c'est une question pour Filippo, si tu es toujours en ligne, ce que j'espère. Est-ce que nous pouvons avoir accès à la cartographie de la liste concernant la société civile en ligne? Est-ce qu'on peut remettre... Est-ce que le document, on peut le remettre, mais est-ce que le document existe? C'est sans doute ça la question. Est-ce que le document que tu présentais, Filippo, tu nous entends? est en ligne? Et vous entendez? Ouais. Oui, ça y est. Oui, alors la carte, là c'est un document de travail, il n'est pas encore publié, mais il va être diffusé partiellement déjà à partir du 6 février, en occasion de la commemoration, c'est-à-dire une mobilisation de tous les assos et des familles pour revendiquer les droits à la connaissance et revendiquer les droits de la dignité pour les personnes disparues en mer et disparues en migration. Donc, c'est à partir du 6 février que ces documents seront disponibles, non pas dans la forme que je vous ai montrée, parce que ça, c'était les documents de travail, mais dans la forme qui est en train d'élaborer le réseau Euromed. Donc, à partir du 6 février, vous pouvez accéder sur le site d'Euromed, mais il y aura une campagne d'information et de diffusion. Donc, je vous demanderai d'attendre à ce moment-là pour pouvoir accéder à ces documents. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question là-bas. Ouais. Bonjour, moi c'est Henri Lefebvre du Goupa, pas associatif. Et j'avais une question peut-être sur les autres acteurs dont on n'a pas parlé, qui travaillent aussi sur l'identification des corps. Je voulais savoir si les différents intervenants pouvaient nous donner des détails un peu sur tout ce qui était les caravanes de mer. Je crois que ça existait pas mal en Amérique latine, mais il y en a aussi eu qui sont partis de Tunisie, des caravanes de mer et de sœurs qui remontaient sur les routes migratoires pour retrouver les traces des personnes qui étaient perdues. Je voulais savoir si vous aviez un peu des infos là-dessus. Je ne sais pas si Sylvia ou José Pablo, peut-être que tu peux répondre à la question. Disons que le problème avec les identifications en général, c'est que l'identification de restes humains à la fin reste, malgré ce que je me répète, un processus comparatif. Alors, s'il n'y a pas d'information de contexte, ça, par exemple, un corps trouvé sur la plage nu ou décomposé, c'est très improbable que ce corps soit identifié parce qu'il y a une technique, je sais pas, nouvelle ou innovante de le faire. Les gens diront ADN, oui, sûrement ADN, mais on le compare contre qui ou avec qui? Alors ça, c'est une chose. Dans le cas d'Amérique latine, les caravanes des mers, oui, il y a beaucoup de caravanes qui se font, beaucoup de marches qui se font, beaucoup de mobilisations qui se font par des groupes de familles, mais ça nécessairement contribue pas à que les personnes soient identifiées. Parce que le problème est toujours le même, reste le même. Il n'y a pas nécessairement de contexte où dès qu'on a perdu toute information sur la route, et là, c'est un élément qu'on n'a pas discuté, une affaire de temps, mais qu'on peut discuter brièvement, c'est que quelle est aussi la possibilité de donner plus de responsabilité aux migrants même pour pouvoir être connectés ou se connecter ou laisser savoir où se trouvent-ils pendant le parcours migratoire pour que leur famille puisse avoir une trace au moins de où peuvent-ils se trouver. Alors ça, c'est une des choses qui n'est pas totalement claire. On a du côté du CICR, on a avancé à l'époque quelques projets qui n'ont pas été développés finalement, qui pourraient par exemple donner aux migrants eux-mêmes quelque chose matériel contre une information personnelle. C'est comme dire, bon, porte ce bracelet, pour dire n'importe quoi, un bracelet ou n'importe, et toi tu vas me dire comment tu t'appelles et à qui je vais appeler au cas où on perd tes nouvelles.
La même chose qui se passe quand vous quand vous volez, je sais pas, aux États-Unis ou n'importe où, un long vol où on vous demande un téléphone de contact, hein, une personne de contact. Clairement, ça c'est au cas où l'avion souffre un accident. Alors c'est un peu la même logique. Le problème principal, alors, pour l'identification en général, est de comprendre, l'identification des corps trouvés dans le territoire d'un État, c'est responsabilité de l'État et seul de l'État. On peut aider, on peut comment s'appelle, donner du support de beaucoup de gens à l'État pour faire bien son travail, mais c'est son travail. C'est pas quelque chose qui peut être substitué. On peut pas. C'est pas soit les familles ou n'importe qui va dire nous on va identifier maintenant, vous êtes des incompétents. Ça ne marche pas comme ça. Alors à la fin, il y a quelque chose avec laquelle on doit travailler. Et c'est pour ça que la nécessité d'un plaidoyer plus articulé avec d'autres acteurs qui s'additionnent à cette situation est très importante. Ça veut dire, ce n'est pas soit MSF ou le CICR ou je ne sais pas qui seul qui vont essayer de convaincre les États de faire leur boulot mieux, mais c'est aussi le problème n'est pas médico-légal tant que tel. Le contexte va définir la possibilité d'une identification ou pas. Si, Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, Sylvia, vas-y. Je voulais parler par rapport à cette question, je voulais juste dire quelque chose à propos du comité de mères des sœurs tunisiens, parce que je pense que c'est très important, leur expérience et leur témoignage en Tunisie et en Italie. Bon, il existe depuis longtemps, depuis 2011, des comités de famille tunisiens et de mères, de sœurs qui luttent pour vérité et justice. Mais à partir de 2022, un petit groupe de mères et de sœurs se sont réunis et ont repris vraiment les activités de lutte de revendication en Tunisie et dans toute la Tunisie, mais aussi dans deux autres lieux, en participant par exemple aux événements d'Euromed Rights dont a parlé Filippo, mais aussi aux marches en Europe, à Bruxelles. Elles sont venues aussi en Sicile. En 2022, une délégation de mères et de sœurs tunisiens est venue en Italie pour quelques jours. Elles ont visité Lampedusa et elles ont parlé avec les autorités et elles ont dénoncé la situation de disparition et de mort. Donc, c'était une occasion une occasion très importante parce que, bon, ça n'a pas contribué à l'identification de corps, mais en même temps, c'était très important parce que a remarqué la responsabilité des États italiens et tunisiens dans le manque d'un travail d'identification et de recherche des gens disparus. Donc, je pense que c'est très important parce que ça peut assurer aussi la possibilité de garder une mémoire sur ce qui passe dans la Méditerranée. Donc, les luttes de ces familles, je pense qu'ils doivent être toujours bien soulignés dans nos discours parce que sont aussi les principales stratégies pour contraster aussi les discours de racisme européen. Donc, leur lutte a été très importante aussi contre l'indifférence européenne et a eu une grande valeur, surtout la collaboration qu'on a créée entre les mères et les sœurs tunisiens avec aussi des femmes migrantes et réfugiées qui se trouvent à la frontière libyenne-tunisienne, en particulier dans la ville de Médéine, qui ont organisé plusieurs rencontres pour discuter sur les sujets des disparitions et de morts dans la mer. Et ils ont brodé ensemble une robe avec tous les mots qui rappellent la souffrance, la violence et la situation de la vie à la frontière et de la mort dans la mer. Donc, je pense que, bon,
ça c'est pas toujours être utile pour les démarches d'identification et des recherches des disparus, mais c'est une action à niveau politique, comme les commémorations ou les marches qu'on a fait à Bruxelles et dans d'autres autres villes européennes, où les discours, la mémoire, les récits des mères, surtout des mères, des sœurs des disparus, étaient en première ligne pour contraster les discours des politiques européens et du régime des frontières. Merci Sylvia. Sur cette question, on va passer peut-être une autre question de Fabrice. Tu avais une question? Fabrice Dulrach, une question peut-être un peu naïve et peut-être un peu décalée. C'est simplement, est-ce qu'on a une idée des circonstances dans lesquelles les morts et les disparus se produisent, notamment en Méditerranée, en lien avec le dimensionnement et l'orientation des opérations de secours? C'est-à-dire, ça se passe où, quand, comment, et qu'est-ce que ça nous dit? Dans l'idée de faire du forensic, il y a en effet un enjeu éthique, moral vis-à-vis des personnes décédées, vis-à-vis des familles, mais aussi un enjeu opérationnel de savoir qu'est-ce que ça nous dit des opérations de secours en mer qui sont menées et de la capacité ou pas de les améliorer, amender pour limiter le nombre de décès, quoi. Je passe la parole à un de nos intervenants. Je ne sais pas, Philippot, si tu veux rebondir sur cette question. Si, je vais juste faire un petit pas en arrière par rapport à ce qu'on disait par rapport à les opérations de sauvetage en mer et aux conditions de la capacité d'identifier, déjà, et diminuer les morts, effectivement, être plus en capacité. Bon, disons que l'idéal, ce serait d'éviter que des personnes voyagent dans des conditions dangereuses, etc. Donc, revoir les politiques de mobilité européenne, probablement, ce serait un bon pas, mais c'est très utopiste comme réponse. D'un point de vue pratique, être en mer, être de plus en plus d'acteurs en mer et en capacité d'intervenir là où, je veux dire, le fait que, comme le disait José Pablo tout à l'heure, entre 2014 et 2018, il y a eu plus de corps récupérés et débarquer en Italie, par exemple, c'était parce qu'il y avait plus d'acteurs qui permettaient d'intervenir. Il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont été sauvées. Le nombre de bateaux qui ont disparu et donc les personnes, les corps qui ont disparu en 2023 que j'ai mentionné tout à l'heure, mais c'est parce que les capacités, les volontés d'intervenir pour sauver des gens sont diminuées et sont diminuées aussi parce que à la fois pour des manques techniques et pour une volonté politique. Je veux dire que quand une personne du gouvernement italien dit que l'activité du gouvernement italien, c'est de la déterrence au secours en mer, c'est des actions de déterrence de secours en mer, c'est une déclaration d'un parlementaire du parti de Giorgia Meloni, vous comprenez que l'idée, c'est pas celle d'aller sauver les gens et de limiter les morts. Pour revenir au plan technique, je voulais juste mentionner une chose. Une chose qu'on a remarqué en travaillant au débarquement et en parlant avec des acteurs en mer, notamment de personnes qui étaient impliquées dans les opérations des MSF entre 2014 et 2018, c'est que les informations que les personnels à bord, donc les médecins à bord, etc., pouvaient collecter par des survivants, etc., concernant des personnes disparues et des personnes décédées et qui étaient après consignés, donc passés aux autorités italiennes, n'étaient pas prises en compte, n'étaient pas considérées. Donc ça aussi, c'était quelque chose donc améliorer probablement la capacité des autorités de prendre en compte le travail aussi à ce niveau des acteurs humanitaires, ce serait intéressant, ce serait important. Chose qui n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que, si vous voulez, souvent, quand le bateau débarque des corps, les informations qui ont pu être recueillies par les personnels à bord ne sont pas prises en compte par les autorités qui mènent les enquêtes. Ça, c'est par exemple un problème technique qui pourrait être résolu, sur lequel on pourrait imaginer de travailler. Voilà. Merci. On a un peu dépassé le temps. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Moi, j'en ai une, mais peut-être pour José Pablo, pour rappeler qu'on a, nous, essayé
On a discuté avec José Pablo il y a quelques années de la question de l'identification des corps dans le cadre de nos opérations en Libye, alors que José Pablo travaillait à Paris sur l'espace méditerranéen. Et donc je vais revenir un petit peu sur cet épisode, pas pour le raconter dans les détails, mais peut-être pour te demander aujourd'hui, si on devait renvoyer la question à MSF, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là, en oubliant les opérations de secours en mer, en regardant ce qu'on fait à terre avec les personnes en exil qu'on essaie d'aider, les migrants qu'on essaie d'aider en Libye par exemple, qui était un peu l'enjeu de nos discussions de l'époque. À quoi on peut servir, nous, là, dans le cadre de cette discussion? Ah, beaucoup. Ah, beaucoup. Je me souviens très bien des conversations, mais il y a quelque chose que je devrais ajouter et qui est lié aussi à la question précédente et en relation avec ce que tu viens de dire. C'est que je crois que les données, l'enjeu des données est une des choses les plus importantes. Et c'est une des choses qu'on a discuté à l'époque et je suis absolument convaincu que l'enjeu des données est très important. Combien de personnes sortent, on ne sait pas. D'où elles sortent, on sait plus ou moins. Combien de bateaux peuvent sortir chaque nuit, avec combien de personnes et tout le reste. C'est une information assez générale qu'on a, mais pas tout à fait. Un exemple, comment ça s'appelle, une petite histoire de succès, je pense, c'est le projet que la Croix-Rouge internationale a aidé à établir, qui maintenant c'est un projet de la Croix-Rouge espagnole. Je ne veux pas parler ou au nom de la Croix-Rouge espagnole dans ce cas-là, mais c'est quelque chose qui commençait avec les îles Canaries pour essayer de reconstruire les événements des personnes qui n'arrivaient pas, justement, de ces bateaux fantômes ou des bateaux qui n'arrivaient pas, des personnes qui sortaient et n'arrivaient pas, avec une méthodologie assez claire qui est basée sûrement sur les données de nouveau. C'est beaucoup de mathématiques derrière, mais bon, bref, c'est pas quelque chose d'infaisable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vraiment, c'est la collecte de données, mais pas seulement collecter des données ou les récolter pour rien faire, mais pour les exploiter. C'est ça le point. La question, c'est qui va le faire? Alors, si tu me demandes où est-ce que je regarderais MSF, moi, je verrais MSF dans cette dimension. Souviens-toi que vous, à l'époque, je suppose que maintenant aussi, vous avez un accès assez privilégié à des endroits où personne d'autre avait accès, dans le cas de la Libye, et c'était des personnes qui sortaient, par exemple, de détention et qui finalement pourraient embarquer vers l'Europe et sans des informations super importantes qu'on n'a jamais pu utiliser d'une façon articulée parce que de toute façon, nous, on n'a pas finalement travaillé non plus en Italie comme ayant une base en Tunisie ou Libye et une base en Italie pour savoir comment le flux se présente. Mais je pense que là est la clé de l'histoire. Est-ce qu'on va résoudre le problème avec ça? Non, clairement que non. Il n'y a pas de solution magique, mais c'est quelque chose de très important. Et l'autre chose absolument importante, considérant que vous avez ou vous gérez un bateau, qu'on a essayé de faire avec les Espagnols aussi, et quelque chose que je ne sais pas si se fait maintenant parce qu'il y avait une personne intéressée à le faire, c'est établir comme une modélisation de la survie des personnes. C'est assez cruel et horrible ce que je dis, mais c'est assez important. Ça veut dire qu'on a appris que dans le cas de la route atlantique, par exemple, on ne savait pas quel était le cut-off point ou le cutting point pour dire un bateau qui est sorti il y a je ne sais pas combien de jours et qui n'est pas arrivé, la probabilité que les personnes soient mortes est assez haute. Okay. Ça, c'est très important, mais pas seulement pour savoir si les personnes sont mortes ou pas, si on les cherche ou pas, ce n'est pas ça seulement. C'est aussi pour pouvoir voir, et ça, dans la Méditerranée, c'est plus clair, où est-ce qu'une personne qui sort d'un point A et qui essaie d'arriver à un point B, en réalité, où est-ce qu'elle pourrait se trouver? Et cette modélisation est possible. Est totalement possible. Je me suis assis avec des spécialistes justement pour voir toute l'histoire des courants et tout le reste, comprendre les zones blanches, comment une personne qui part de je ne sais pas quel point en Algérie vers l'Espagne
Et en réalité, ce jour-là, la météo n'était pas bonne, le bateau a un petit moteur qui ne sert à rien, le moteur arrête de fonctionner au milieu du truc. Où est-ce que ces personnes pouvaient arrêter? Et ces personnes vont être dans la route des gros bateaux qui puissent les voir ou pas, par exemple. Alors, il y a beaucoup de ça qui doit se faire. Et je pense que là est la valeur ajoutée, justement là. Alors, je pense que nos discussions continuent à être d'actualité. Absolument. Merci, et il faut les continuer. Il va falloir les continuer. J'entends aussi à travers ça aussi un rôle mais pas forcément MSF, mais les UN, la société civile, différents acteurs, de plaidoyer aussi, de faire parler de ce sujet et de mobiliser pour qu'il y ait une coordination, pour qu'il y ait une réponse plus coordonnée et plus de visibilité sur ces morts et ces disparus. Merci. Merci aux panélistes d'avoir donné de votre temps et surtout d'avoir partagé votre savoir sur la question. Je remercie à nouveau les interprètes et la technique et au Crash d'avoir organisé avec la cellule 2 la conférence. C'est vrai qu'on a pu voir l'importance de parler des morts, du travail de recherche et d'identification. Ça a soulevé pas mal de questions et ça va en soulever encore. Et je pense qu'il faut qu'on garde cette discussion active parce que comme a dit Michael, c'est une discussion qui existe en tout cas au sein d'MSF depuis maintenant quelques années, qu'on a soulevée au sein de nos opérations et qui peut et qui doit évoluer avec nos équipes. On a parlé de l'impact sur les familles, l'importance de ne pas minimiser les migrations et donc voilà, je pense que c'était important de voir la détermination des acteurs qui se mobilisent pour continuer à identifier ces corps, à faire le lien avec les familles, surtout entre autres. Et voilà. Donc merci beaucoup pour avoir participé. Et oui, pardon, je manque à tous mes devoirs. Et pour les personnes présentes, désolé pour ceux en ligne, mais pour les personnes présentes, il y a un apéro, un verre qui vous est proposé en bas dans l'atrium pour continuer à poursuivre le débat pour ceux qui veulent. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.